Donc on va parler à travers des témoignages très concrets. Je cherche du regard Madame Javelot, voilà, qui se ferait un chemin. À la fois du concret sur deux exemples d'entreprises qui sont situées du côté de la Loire-Atlantique, l'une à Saint-Herblain, l'autre à Vertou, et puis également les interventions de spécialistes. On fera d'abord un point avec la CARSAT et avec la Directe. Je vous représente, puisque vous êtes arrivé tout à l'heure déjà. Docteur Véronique Tassi, médecin inspecteur régional du travail à la Directe. Et puis Gwena Heller, qui est psychologue du travail à la CARSAT des Pays de la Loire. Vous avez l'habitude de travailler ensemble, alors vous en tant que professionnel, mais vos institutions aussi. Hein. Et ça continue cet après-midi, puisque vous allez intervenir de concert. Voilà. On vous écoute. Et puis, je présente Sophie Javelot, qui est directrice des opérations à Ressources Mutuelles Assistance à Vertou. Martin Aline, chargé de communication au groupe InnovOn. Alors, on connaît plus souvent Chronoflex, hein, qui viendront nous parler tous les deux de démarches très concrètes qui sont menées dans leurs entreprises. Voilà. C'est à vous. Voilà, donc on va parler de en quoi l'organisation du travail a-t-elle un impact sur la santé et des impacts possibles de certains outils de travail. Hein. Donc le travail, c'est un atout en préalable, c'est un atout pour la santé. On va parler de situations délétères, néanmoins, de façon générale, les salariés au travail sont en meilleure santé que les chômeurs. Donc, par contre, certaines conditions peuvent la dégrader. Donc, on va illustrer sur 4 thématiques d'actualité où la politique de l'entreprise peut avoir un impact sur la santé des salariés, et ce, quelle que soit l'intention du chef d'entreprise. Bien souvent, il n'y a pas d'intention de nuire. Il y a eu toute la mode du harcèlement où les salariés identifiaient un harceleur. C'est plus souvent des organisations du travail et les managers qui mettent en place des outils de management. D'une part, souvent, ce ne sont pas eux qui les ont choisis ni confectionnés, et il n'y a pas d'intention particulière, si ce n'est de remplir leurs objectifs professionnels. Donc, on va vous montrer quelques points de vigilance à avoir. Oui, bonjour. Alors, je suis très intéressé d'être là parce qu'on parle de santé, et puis je suis très intéressé de parler finalement de la santé des gens qui ont en charge la santé des autres, à savoir la santé des professionnels. Donc, c'est plutôt intéressant qu'on puisse faire un petit zoom, Véronique et moi, sur cette question de la santé au travail, en lien notamment avec la question des organisations. Ce qui, pour le coup, aurait pu aussi nous permettre de modifier notre intitulé. On aurait pu tout de suite rebondir sur la question de l'organisation de l'éducation nationale et l'impact sur la santé des professionnels de l'éducation nationale. Donc, finalement, la boucle est bouclée, je vois. Donc, ce qu'on vous propose, Véronique et moi, c'est de faire une petite alternance, un petit peu de théorie, quelques éléments théoriques, avec des exemples très concrets de nos pratiques professionnelles dans le cadre de nos interventions au sein des entreprises. Voilà, donc juste pour rappeler qu'effectivement la question de la santé, c'est bien un état complet de bien-être physique, social et mental, et c'est pas seulement une absence de maladie. Ce qui nous explique que dans le cadre du travail, on peut s'en faire une maladie sans vraiment tomber malade. Voilà. Et puis effectivement, l'état de santé, c'est pas quelque chose de figé hein, au sein du travail, c'est vraiment un processus et une dynamique que l'entreprise doit mettre en œuvre. Donc très court et de manière très succincte, les déterminants de la santé, sans reprendre tout ce qui a été dit, j'imagine, depuis ce matin, on voit bien que l'état de santé, c'est multidéterminatif, en fait, en termes de déterminants biologiques, physiques, psychologiques, déterminants environnementaux, etc., etc. Mais ce qui est intéressant de repérer, c'est qu'aussi, il y a des déterminants, notamment politiques. Donc la question de l'agence régionale de santé rentre tout à fait dans ce schéma-là. Et puis je fais toujours ce petit détour par un monsieur qui s'appelle Georges Ganguilhem pour exposer et planter un petit peu le décor. Donc Ganguilhem, ce qui est intéressant, c'est qu'il est médecin, enfin qu'il était médecin, le pauvre, et qui en même temps il était philosophe. Et il nous rappelle de manière assez pertinente que finalement la question de la santé, c'est de dire qu'on se porte bien quand on est acteur de cette question-là, qu'on y trouve du sens dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut mettre en œuvre. Et finalement, aussi de rappeler que la question de la santé et de la santé au travail, ça ne se construit pas tout seul. Donc c'est bien dans des interactions avec les autres que ça se construit. Voilà. Donc on va illustrer avec 4 thématiques, hein. Les NTIC, la culture du Lean, l'organisation en mode projet, et puis le modèle gestionnaire, la quantification reporting.
Alors, les NTIC, ben maintenant on en trouve dans tous les domaines. Donc c'est particulièrement intéressant à étudier car dans l'histoire des salariés, suivant le moment où on peut les interroger, non seulement la perception de l'outil va changer, mais les effets sur la santé aussi. Donc moi je vais vous lire des extraits d'entretiens de salariés, donc de salariés qui étaient en souffrance. Hein. Donc là il y a un biais de recrutement, on est bien d'accord. Hein. Donc le premier ça va être un commercial, Patrick. Hein. Donc, dans un premier temps, ce sont les salariés qui vont réclamer des clés 3G pour éviter d'attendre un dernier mail au bureau jusqu'à 19h. Et puis, au fil du temps, les NTIC qui permettent de travailler partout et tout le temps, ils vont se créer les conditions d'une véritable addiction. Voilà. Donc, je ne dis pas que donner un ordinateur à un cadre, ça va nécessairement l'obliger à travailler le week-end et le soir, mais ça peut. Donc, voilà l'extrait. Donc, il explique que son employeur, son supérieur hiérarchique, lui dit. Il lui dit, Patrick, je t'ai appelé à 6h30 du matin, tu étais où? Eh bien, j'étais au petit-déj, Philippe. Ben, tu aurais pu me répondre, j'avais besoin de te joindre. C'est pas à toi de juger l'importance du coup de fil. J'avais besoin de te joindre parce que j'avais Jean-Luc, le directeur commercial du groupe. Il était en face de moi, il voulait l'information. Et le Jean-Luc en question va devenir une sorte de faire-valoir pour toutes les demandes. Patrick, il faut que tu m'envoies un mail ce soir parce que je vois Jean-Luc demain à 7h. Donc, il faut que tu m'envoies les documents. Donc, on t'a payé une clé 3G, c'est pas pour rien. Il faut que tu m'envoies par mail les documents. Donc, l'enquêteur. Et là, il peut être quelle heure, par exemple? Il peut être 20h30, mais j'ai envoyé des mails à minuit, de 20h à minuit. Et il y a des fois, je me suis relevée à 3-4 heures du matin pour envoyer des mails. Donc là, ça devient... Vous êtes contrôlé du soir au matin. Quand on va chez Auchan, on arrive à minuit. Et qu'on se donne rendez-vous le matin à 6h30 à l'hôtel Ibis, et qu'on a une carte Ibis, mais que Ibis ne sert les petits déjeuners qu'à 6h30, sinon s'il les servait à 5h30, ce serait 5h30. Et là, on déjeune, on va sur une table, on sort les ordinateurs, on commence à travailler. Pourquoi? Parce que si Jean-Luc nous appelle, donc le directeur commercial du groupe, eh bien, il entendra le bruit des cuillères, des ordis, donc il saura qu'on est au travail. Enquêteur. Et l'ordinateur, on vous le donne dès le début? Oui, dès le début. Ça vous permet d'accéder à toutes les statistiques. Il y a un serveur commercial sur lequel on retrouve tout. Mais aussi, ce qui explique qu'au début, on partait tard, c'est qu'on n'avait pas les clés 3G. Donc, on restait au cas où il y aurait un dernier mail qui arrive. C'est pour ça qu'on va nous fournir les clés 3G, pour qu'on puisse lire nos mails tout le temps. Mais c'est nous-mêmes qui avons demandé les clés. On est tellement cons dans ce cas-là. On nourrit la bête qui nous ronge. Enquêteur. Et c'est vous qui demandez les clés 3G? Oui, c'est nous qui les demandons. Et puis, on a une clé 3G, nous. Mais les représentants, eux, ils ne l'ont pas. Donc, distinction. J'ai conscience de tout ça. Là, je suis critique envers le système. Mais je l'ai nourri, ce système. À tel point qu'au début, on avait des clés 3G minables. Donc, je vais voir le directeur informatique et je lui demande des meilleures clés, en lui disant qu'il faut qu'on puisse se connecter à l'hôtel. Et puis, on va avoir des ordinateurs de plus en plus performants qui nous permettent de communiquer. Donc, ça nous permet d'aller sur Internet, de consulter nos comptes, nos boîtes personnelles. Mon chef, qui gagne sa vie bien mieux que moi, il avait un seul téléphone pour le personnel et le professionnel. Moi, j'avais 2 téléphones, ce qui me permettait de déconnecter et de me dire que l'entreprise n'a pas à savoir qui j'appelle. Mais pratiquement tous les chefs du niveau du mien n'ont qu'un téléphone, celui de la boîte. Et on leur dira rien s'ils passent des coups de téléphone personnels. Il faut être toujours joignable. Et quand ils partent en vacances, qu'est-ce qu'ils ont comme téléphone? Celui de la boîte. Quand ils vont à l'étranger, on leur dit de passer au service informatique, on leur installe un abonnement. Moi, j'ai mon téléphone perso, mon chef ne l'a pas. Donc le téléphone portable, au début, il n'est que portable. Mais après, on va nous fournir le système pour pouvoir téléphoner et avoir les mains libres quand on est au volant. Le système Bluetooth. Et il me dit, Patrick, j'ai été sympa avec toi, le système Bluetooth, je l'ai obtenu. Il faut donc que je le remercie, c'est sympa. Donc je suis mobilisable partout et on va même me fournir un chargeur qui va se mettre sur l'allume-cigare de ma voiture. Comme ça, je peux même regarder mes mails en m'arrêtant sur un parking, mais pendant ce temps-là, vous avez perdu un quart d'heure. Donc vous êtes sur le mail, mais votre patron peut vous demander de lui répondre. Donc vous êtes au volant, dans des positions, vous tapez des mails, vous êtes au téléphone, et vous renvoyez tout ça, et vous perdez du temps. Et ça déconcentre de rendez-vous. C'est hyper intrusif. Quand vous allez chez Carrefour, parce qu'il était représentant pour une industrielle agroalimentaire, il allait dans les grandes surfaces vendre ses produits. Quand vous allez chez Carrefour ou chez Leclerc en rendez-vous et qu'il y a des enjeux phénoménaux pour l'entreprise et que votre patron vous appelle en vous disant « Je viens de t'envoyer un mail sur Carrefour » et il faut lui répondre alors que vous étiez concentré sur Leclerc et bing, vous êtes déstabilisé, vous êtes déconcentré. Il faut une sacrée gymnastique d'esprit. C'est hyper déstabilisant. Donc ça demande un gros effort. Et puis après, il faut revenir à se reconcentrer. Et en 2010-2011, il va y avoir de nouveaux téléphones. Avant, un téléphone, c'était fait pour téléphoner. Maintenant, vous allez pouvoir lire vos mails.
Donc vous avez votre téléphone perso, votre téléphone pro. Là, vous êtes chez Carrefour, vous attendez votre interlocuteur. Et là, un mail de mon chef. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends la fin de mon rendez-vous? Mais je vais voir sur ce mail que mon chef, que c'est urgent. Donc je l'ouvre. Et là, je vois, Patrick, tu as fait une vente à perte chez Système U. Là, quand ça m'est arrivé, j'étais dans une situation très, très conflictuelle avec mon chef. Donc là, le stress. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ils vont s'en servir pour me virer. Donc là, état de panique. Je vais aller en entretien avec mon responsable Carrefour et je n'avais avoir qu'une chose en tête. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Donc j'étais complètement absent. Donc je vais louper mon entretien. Et quand je sors, je vais aller contrôler. Et là, je me rends compte que je n'ai pas fait de connerie. C'est mon patron qui avait mal vu. Donc plusieurs choses dans cet entretien. Il y a le vécu du contrôle permanent, la culpabilité de prendre son petit déjeuner, alors qu'en théorie, il pourrait prendre son petit déjeuner sans avoir besoin de montrer qu'il travaille. La fusion entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc je vous ai épargné d'autres extraits où, en fait, il n'a plus de vie privée puisqu'il est souvent en déplacement. Comme il s'ennuie, il regarde ses mails, il ne fait pas de sport parce qu'il n'a pas suffisamment de régularité pour pouvoir faire du sport, et il devient complètement addict. Le morcellement de la pensée, hein, il est à la fois multitâche, il doit conduire, téléphoner, s'interrompre à merci alors qu'il devrait se concentrer. Donc, si le temps libéré par les NTIC ne sert qu'à augmenter la charge de travail, finalement, le bénéfice pour la santé n'est pas tellement intéressant et on augmente quand même le risque de sensation de travail jamais fini et de burn-out. Ce salarié-là, il est arrivé en burn-out avec des arrêts de travail très très longs et un impact. Donc un autre extrait pour montrer comment le contrôle exercé au moyen des NTIC peut quand même générer la haine. C'est quelque chose que j'avais pas tellement vu. Je suis la consultation de pathologie professionnelle de souffrance au travail depuis une dizaine d'années. Et alors, soit je ne l'apercevais pas, soit moi j'ai plutôt l'impression que ça monte. Il y a des expressions de haine, mais avec un grand H que je n'avais pas vu dans les années précédentes. Donc là, il s'agissait d'un technicien de maintenance équipé d'une tablette dont le planning est entièrement géré par un algorithme à distance à Paris. Donc il ne voit sa prochaine destination que quand il valide sur sa tablette. Donc on ne peut pas jouer avec les interventions, les choisir. L'intervention, c'est forcément la première qui s'ouvre sur le PC. Même si la première est plus loin de chez moi que la troisième ou la seconde, on est obligé après de faire demi-tour et après peut-être repartir dans la direction opposée. L'enquêteur. Et quand les véhicules et les tablettes ont été géolocalisés, quel effet ça a eu sur vous? Le technicien. C'est une horreur. Pour n'importe quoi, même 10 minutes. Si on s'arrête, que ce soit pipi ou autre chose, les 5 minutes sont écoulées, donc c'est gênant. Donc comme on faisait pas mal de pauses, on s'arrêtait pour prendre un café, pour éviter de dormir. Du coup, ils nous le reprochaient. Donc c'était, tu te rends compte, tu es arrivé 10 minutes, 15 minutes en retard. J'ai vu que sur la route, tu t'es arrêté 5 fois, tu t'es arrêté 3 minutes à tel endroit. Donc si je prends en compte tout ça, normalement, tu aurais dû arriver à l'heure. Ben oui, je suis d'accord avec toi, mais si tu m'avais pas mis autant de route et si je n'avais pas pris ce temps de pause, je serais peut-être mort. Mais ça, ils s'en foutent. Il fallait arriver à l'heure. C'est des salariés qui pouvaient faire partir de Nantes, aller sur Rennes, puis de Rennes aller à Bourges, puis de Bourges remonter avec des parcours complètement aberrants où ils n'avaient pas du tout la main sur le parcours. Donc 5 minutes de pause, effectivement, paraissait. Donc l'enquêteur. Et donc c'est un contrôle total. Et vous l'avez mal vécu. Oui, c'est ça, complet, de A à Z, il nous contrôlait. S'il n'y avait pas eu les collègues, ça fait très longtemps que je serais partie de moi-même. J'aurais laissé le camion chez eux et je serais rentrée à pied. Donc à mon retour, je reviens à la médecine du travail. C'était impossible. J'avais mal au dos constamment. Je ne pouvais plus porter mon enfant. Dès que je voyais le nom de la boîte, j'étais énervée. Ma femme ne pouvait plus me supporter. Quand je rentrais au boulot, il fallait rien me dire. C'était invivable. Très souvent, ils nous rapportent aussi de la violence sur les enfants ou sur leurs femmes. En s'effondrant, en disant mais je suis pas comme ça, mais c'est le premier qui renverse le verre de jus d'orange, c'est lui qui prend pour toute la journée de stress. Et donc sur l'addiction, donc David, c'est un autre commercial qui explique, eh bien on nous envoie des mails les samedis et les dimanches, mais il y a quand même une prise de conscience. Mais on a des staccanovis du travail. Moi, j'ai l'impression d'en être un. Moi, j'étais le premier à envoyer les mails le dimanche. Mais j'essaie de me freiner. Mais c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Vous voyez, par exemple,
Aujourd'hui, je suis en congé, mais j'ai déjà dû ouvrir ma boîte mail 16 fois. L'entretien avait lieu à 14h. Et j'ai répondu à 4 mails. Il est 14h36, je suis en congé et je me suis promis de ne pas regarder mes mails pendant les congés. Donc, il se promet de ne pas le faire, mais c'est vraiment l'addiction et il le fait quand même. Et puis, on a la perte de sens sur les aides à domicile qui ont été équipées de tablettes. Donc, l'objectif annoncé était de facturer au plus juste la prestation. Mais si au moment de partir, elles expliquent que si au moment de partir, la personne âgée leur dit au revoir sur le pas de la porte et prend un petit peu de temps, dès que ça dépasse de 5 minutes, l'écran s'affiche en rouge et il y a un quart d'heure qui est facturé à la famille, qui après engueule la personne âgée, qui après engueule la... Donc, pour mettre du lien dans les relations sociales. Et donc, le médecin du travail qui m'a rapporté ça m'a dit, mais moi, je l'ai vu pendant la visite médicale, l'aide à domicile, elle me dit, ah ben, de toute façon, là, il nous reste plus que 3 minutes. Donc, elle n'avait pas complètement fini. Elle dit, on prendra le temps qu'il faut. Et effectivement, la tablette s'est mise toute rouge et s'est mise à sonner. Elle m'a dit, c'est la première fois que je vois ça. Donc, en fait, ça oblige les salariés, pour garder un sens, ça oblige les salariés à tricher, à aller à la voiture, fermer l'activité, revenir dire au revoir. Voilà. Donc, en complément de ça, on voudrait vous proposer 2-3 autres modèles, en fait, pour un petit peu illustrer les effets sur la santé. Et je voulais juste faire un petit zoom avec vous sur la question d'une organisation un peu spécifique qu'on appelle le Lean. Et ce qui semble intéressant aujourd'hui, c'est que le Lean, on parle souvent essentiellement du Lean Manufacturing, issu notamment du milieu industriel. Et on peut faire actuellement le transfert avec le Lean Management qu'on retrouve dans les activités de service. Et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de vous l'expliquer en quelques mots aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un transfert d'outils et de méthodes et de gestion de production qui vient du secteur marchand industriel à une activité de service qui, pour le coup, produisent, j'allais dire, aux mêmes causes, les mêmes effets, mais peut-être encore plus de manière amplifiée. Donc la question du Lean, c'est effectivement cet élément de définition. Et l'idée, c'est de dire que le Lean a été mis en place littéralement pour amincir finalement ce qui pourrait être traduit amincissement pour éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire à la production des process, du service, etc. etc. Donc l'idée, c'est de rendre l'entreprise la plus agile possible et la plus flexible dans l'idée d'une recherche de performance, d'amélioration continue à tous les étages, et notamment, comme je disais, notamment par l'élimination des gaspillages. Alors c'est une vieille méthode qui est venue du Japon, qui a été appliquée en France, qui se pose déjà, et en Europe, ce qui se pose déjà dans la question de l'application d'un point de vue culturel. Et puis effectivement, la question, est-ce que nos entreprises étaient prêtes pour ça ? L'idée, c'est de dire que le Lean Manufacturing ou le Lean Management repose sur 6 principes fondamentaux. Et on voit bien que dans les activités de service, on est un petit peu rattrapé par la patrouille actuellement sur ces dimensions-là, notamment sur la réduction des coûts, la réduction des gaspillages, le maintien d'une qualité optimale, etc., etc. Je vous la fais un peu plus courte. L'idée, à travers nos expériences, nous, de terrain, et quand on fait nos visites d'entreprise, c'est qu'on s'aperçoit que d'un point de vue uniquement optimisation des coûts et de l'optimisation des process, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un modèle qui marche d'un point de vue production ou performance économique de l'entreprise. Donc, pour le coup, performance, si on fait la liaison avec vous, sur la performance des services auprès des usagers, etc. L'idée, c'est qu'à travers ce modèle-là et la mise en place d'outils, que je n'ai pas détaillé là parce que ça a été un peu long, on s'aperçoit dans nous que ça a une vraie atteinte au niveau de la santé des salariés, et on peut l'illustrer notamment par l'apparition des troubles musculo-squelettiques auprès des salariés. Et c'est un petit peu notre histoire de la secrétaire, pour laquelle on pourrait dire en quoi elle est concernée par les troubles musculo-squelettiques, parce qu'effectivement, une secrétaire, on peut penser, ou une assistante de direction, qu'elle travaille dans un local qui est chauffé, elle ne porte pas de charge, elle ne travaille pas au froid, elle n'a pas forcément de gestes répétitifs, etc. Mais on s'aperçoit que dans ce modèle de lean management qui est en train de monter en puissance dans les services, on s'aperçoit que finalement, les réductions des marges de manœuvre qu'elle peut avoir pour faire son travail génèrent de la tension au travail qui, pour le coup, impacte sa santé, et notamment sur l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Voilà. Et même dans la production,
au départ, dans les ateliers, ils vont trouver un petit bénéfice parce que l'atelier va être mieux rangé, on va leur mettre à disposition les produits à hauteur, ils ne seront plus obligés de se déplacer pour aller dans l'atelier derrière. Et on voit qu'au bout de 2 ans, en fait, à force de rester sur leur poste, de ne plus avoir qu'à prendre, et surtout qu'on ait augmenté les cadences, parce que au début, à charge égale, si on met du lean, effectivement, c'est plutôt mieux, puisque les allées sont plus dégagées, il y a du travail de fait. Mais généralement, la production augmente, et donc il se retrouve à plus du tout aller dans l'atelier d'à côté, où ça lui faisait quand même un petit temps de récupération, il voyait un peu les collègues, et revenait, et donc immobile sur un poste. Alors avec certes pas des grands mouvements d'amplitude, donc pour les épaules, pour les maladies professionnelles, et, si on se réfère au tableau, effectivement, on n'a plus les critères qui peuvent déclencher les tendinites du sous-épineux, mais c'est pour ça que je me suis permis de vous mettre une des diapos en amont, pour vous dire aussi que la question de la santé au travail, ça se construit dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire les relations sociales au travail. Si vous mettez en place une organisation du travail de type Lean Management, ça réduit les modalités de coordination et de coopération entre les professionnels qui, pour le coup, les mettent en tension et les dégradent leurs conditions de travail. Alors, pour en rajouter un petit peu, en 2 diapos, je vais vous parler... Oui. Je vais le lire pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Hein. C'est le petit bonhomme, il montre du doigt le tableau et il dit « C'est à cette étape précise du projet que l'ensemble du personnel est devenu fou. » Et moi, elle me fait toujours tordre de rire, celle-là. Alors c'est plutôt intéressant parce que là aussi, dans les activités de service, les organisations se structurent de plus en plus en mode projet. Voilà. Ce qui est plutôt intéressant dans l'idée, notamment sur le fait que ça permet de développer de l'autonomie a priori des gens, qu'ils soient porteurs de A à Z d'une dimension qui leur est propre, qu'ils peuvent prendre des initiatives, etc., etc. Sauf qu'effectivement, on s'aperçoit qu'à travers nos visites, que ce n'est pas si simple que ça et que ça génère quand même des soucis pour les professionnels, même si il y a des dimensions positives dans cette organisation en mode projet. Mais on s'aperçoit qu'il y a une hyper-sollicitation par le client, donc pilotage par l'aval, qu'on s'aperçoit que finalement la trop grande latitude décisionnelle ou la trop grande marge de manœuvre ou les prises d'initiative censées effectivement apporter... entre guillemets, du bien-être ou de la santé au travail, in fine, on s'aperçoit que trop de latitude au travail peut générer des soucis, notamment sur la manière dont on pense son travail, dont on pense ses objectifs de travail, etc. Donc finalement, on s'aperçoit aussi que l'autonomie au service des organisations est assez délétère parce que finalement, il n'y a pas de caisson étanche, par exemple, ce que disait Véronique, entre la vie pro et la vie perso en mode projet. Renforcé par la question des nouvelles technologies, c'est-à-dire on emporte aussi son travail chez soi. Voilà. Donc ce qui est quelque chose de plutôt positif en mode projet par rapport à l'autonomie supposée qu'on donne aux salariés, finalement ça se retourne un petit peu contre lui parce que finalement il n'y a pas de frontières. Si tant est que l'autonomie soit réelle et pas simplement affichée. Voilà. Il vous reste quelques minutes pour conclure. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais parler... Le reporting quantification, ça va intéresser, je pense, quand même peut-être les gens dans le secteur médico-social, puisqu'on a longtemps cru quand même que le domaine médico-social échapperait un peu à ce que De Gaulle-Jacques appelle la quantifrénie, cette obsession des tableaux Excel, la quantification, le reporting, qui trouve sa justification dans l'industrie de production, mais qui peut sembler, par les gens de terrain, peut-être moins pertinente dans le secteur de soins. Bien que je pense qu'il y a besoin de chiffres, mais il faut, à ce moment-là, il faut un certain temps, il faut qu'il soit prévu dans le planning pour faire ce reporting. Donc je vais vous lire un extrait d'entretien d'une éducatrice spécialisée qui travaille dans un établissement accueillant des enfants inadaptés. Je vous ai parlé du formatage. Je sais que c'est dans toutes les entreprises françaises, quoi qu'on fasse, mais ça a mis du temps à venir chez nous. Moi, quand j'ai mes comptes rendus à faire, quand je dois écrire sur l'enfant, j'ai mes notes. Je parle de quelqu'un. Donc, dans ma phrase, il y a un sujet, un verbe et un complément. C'est le minimum quand on parle d'un sujet, justement, humain. Maintenant, il faut remplir la case. Le nom de l'enfant, son prénom, son âge, et ensuite, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il n'est pas propre? Je ne vous mens pas. Je vous parle de grands psychotiques. Il faut les rentrer dans des cases. Ça ne veut rien dire par rapport à la pathologie. Même pour un développement normal d'un enfant, ça ne veut rien dire. On m'oblige à faire aux enfants des choses que je refuse. Donc là,
Là, en fait, c'est vraiment le sens de ce qu'elle faisait qui lui pose problème. Et où est-ce que j'en étais donc, les aides à domicile, voilà, il y a eu aussi une expérimentation en Vendée, justement, là, en Vendée, dans un EHPAD de mise à disposition de tablettes pour les ASH, où elle devait remplir en temps réel ce qu'elle faisait. Et donc, au départ, elles étaient plutôt contentes parce que c'était un attribut plutôt des cadres d'avoir des tablettes donc l'outil technologique leur a fait plutôt plaisir au départ. Et puis après, elles ont dit mais c'est complètement idiot parce que tout le travail est planifié. On doit faire telle chambre avec toutes les tâches morcelées où à chaque fois on clique dès qu'on a fini. Mais dis-nous, il y a monsieur machin, sa chambre elle doit être faite le mardi et le jeudi. Sauf qu'il a ses petits-enfants qui viennent le mercredi, ils font la galette des rois, il y a des miettes partout. Nous, on ouvre la porte, on regarde s'il y a du ménage à faire, on le fait avec la tablette. En fait, on est obligé de tricher, de mettre... voilà. Donc, c'est pas forcément si adapté que ça. Et puis, pour un personnel soignant, s'il a le choix entre si le reporting prend du temps sur son soin, entre le soin et le reporting... Lui, il va choisir le soin et si le temps n'est pas prévu pour faire ce reporting, ça va poser des problèmes. On va se faire engueuler par le maître du temps. Oui, mais vous pouvez aussi garder quelques éléments pour tout à l'heure, pour les échanges avec le public. Juste, oui, non. Sur le mode de réponse des salariés au mail et au reporting. Donc ça, c'était le premier, qui est Patrick, là, le commercial. Donc on lui demande combien il reçoit de mails. Entre 80 et 100. Et tout à l'heure, vous me demandiez quel effet ça avait sur moi. Eh bien, mon nouveau chef, que moi, je ne sens pas, moi aussi, je lui ai envoyé tous les mails pour validation. Donc je rentre dans le système, je joue au con et je l'inonde de mails. Puisque tu me fais sentir que le métier que je fais depuis 20 ans, je ne le fais pas bien, eh bien, valide. Et au bout d'un moment, il me dit, ben non, ça, tu me l'envoies pas. Mais il ne me l'écrit pas. Comme ça, le jour où le document va manquer, il me tombera dessus. Donc ça devient pervers comme système. Mon garçon, tu veux me contrôler ? Eh bien, moi aussi, je vais te monter un dossier. Tout le monde se contrôle, tout le monde se protège. Et puis, un vendredi, je partais, il était 16h30, je devais aller à Paris. Il m'envoie un mail en copie au directeur commercial. Patrick, nos bureaux ne sont quand même pas si loin. Tu aurais pu venir pour me faire un compte-rendu de la dernière réunion. Et moi, je lui réponds, eh bien, Olivier, la distance est la même entre ton bureau et le mien, qu'entre le mien et le tien. Et pourquoi tu n'es pas venu me dire que tu me retirais tel dossier ? Donc, à travers les mails, la tension monte et la haine monte, parce que ce qu'on se dit là, on est incapable de se le dire en face. Et au mois de janvier et février, je vais vivre une situation horrible qui va m'amener dans... Bon, voilà. Je laisse. Bon. Pour conclure très rapidement, ce qu'on a essayé de démontrer un petit peu aujourd'hui, c'est que finalement, il y a un lien très étroit entre la santé et les organisations de travail, et que les choix d'organisation du travail ne sont pas dus au hasard, et que pour le coup, il s'agit d'être attentif quand on est manager, chef de service ou directeur ou en membre de direction, qu'effectivement, ce que vous mettez en œuvre d'un point de vue organisation du travail, ça nécessite forcément une évaluation des effets et des impacts que ça a sur la santé des professionnels qui ont en charge de mettre en musique ou de préserver la santé des autres. Juste, je vais, parce que je n'ai pas le temps, de toute façon, ce sera... Dans notre pratique à nous, ce qu'on peut dire quand même, que les organisations actuelles génèrent effectivement des facteurs de risque qu'on retrouve notamment dans les services actuellement sur la question des injonctions paradoxales, des conflits de valeurs, du sens du travail, la justice organisationnelle, la réduction des marges de manœuvre et la conciliation vie perso et vie pro. Donc ça a des conséquences pour la santé. On ne peut s'en sortir qu'en mettant le travail au cœur du débat. Ça, c'est très clair. Mais ce que la collègue tout à l'heure a expliqué un petit peu avec les enseignants notamment, ça c'est plutôt intéressant. Et puis je rappelle très rapidement qu'il y a des éléments pour que la santé au travail soit préservée, notamment la question de l'anticipation, de la coopération, des régulations, de la reconnaissance et du sens qu'on maintient et qu'on reconnaît au travail. Voilà. Donc c'est pas une nouveauté. La conclusion, c'est adapter le travail à l'homme et non le contraire. Mais c'est dans le Code du travail depuis bien longtemps. Article L41-21-2, petit quatrièmement, adapter le travail à l'homme.
Juste pour conclure, parce que effectivement, vous travaillez tous sur un modèle de production, et que la santé, ça se construit en lien aussi avec la performance économique de l'entreprise, et que l'un ne va pas sans l'autre, mais l'un ne va pas au détriment de l'autre. Voilà. Merci. Merci à tous les deux.